Rome n'avait pas encore vu le soleil se lever sur ses 7 collines lorsque les lourdes portes d'un palais s'ouvrirent avec un grincement qui sonnait comme une confession. De l'ombre émergèrent des hommes épuisés, de l'encre sur les doigts et le sommeil dans les yeux, transportant des tablettes, des plumes et un silence stupéfait. Ils avaient passé la nuit, derrière des rideaux et des paravents, écoutant, notant, certifiant. Ce n'étaient ni des pénitents ni des dévots. C'était des témoins, des notaires et des médecins convoqués pour légitimer ce qui, en d'autres temps, aurait appartenu à la pénombre intime d'un lit. C'était l'aube du 3 février, Blix 550 Selenit, Water 10102, et dans la chambre parfumée où les bougies s'éteignent, Lucrèce Borgia, à peine âgée de 22 ans, et Alphonse d'Este respiraient comme ceux qui viennent de mettre leur corps au service d'une carte. 3 fois ils comptèrent, 3 fois ils paraphèrent, 3 fois ils accomplirent un tir l'acte que la loi et la politique exigeaient comme ressaut d'une alliance. Les chroniques officielles l'appelleraient en consumatio et l'archiveraient en latin solennel. Les médisants le réduiraient à de la perversité, mais la vérité dure et sans phare était autre. Ce n'était pas de la débauche, mais de la diplomatie. Ce qui vibrait derrière les rideaux de soie n'était pas une passion innocente, mais le son âpre des dynasties lorsqu'elles se forgent avec de la chair au lieu du fer. Les mots murmurés n'étaient pas des promesses d'amants, mais des clauses de traité. Et les hommes qui attendaient dans la pièce contiguë, l'oreille tendue et les plumes préparées, n'étaient pas des voyeurs, mais des architectes d'un ordre qui transformait l'alcôve en champ de bataille. Comment le lit nuptial en était-il venu à se transformer en théâtre public, les vierges de cérémonie en diplomates habiles, le sacrement béni par l'Église à se dégrader ou à se transmuter en contrat charnel à triple signature? Pour comprendre cette mathématique du pouvoir, il faut remonter 6 semaines en arrière, à l'hiver qui sentait la cire et l'or de la curie. Là où les murs gardaient des secrets séculaires, et les tapisseries étouffaient l'airain et les soupirs, la vie d'une jeune femme fut négociée avec la froideur avec laquelle on pèse des monnaies. 100 000 ducats, le son de chaque pièce tombant sur la table comme un glas pour l'innocence. Des terres en litige, des exemptions fiscales capables de saigner les caisses, des privilèges écrits avec des sceaux qui brillaient plus que toute vertu. Et à côté de cet inventaire de faveurs et de garanties, la condition non écrite qui flottait comme de l'encens, la preuve le certificat, l'évidence irréfutable que le mariage serait réel dans tous les sens du terme. Dans cette comptabilité, le corps de Lucrèce cessa d'être un symbole pour devenir une monnaie, et la nuit de noces un acte notarié. Mais la nuit n'appartient pas qu'aux scribes. La psychologie parle aussi. Une femme qui avait survécu à un mari déshonoré par sa propre confession d'impuissance et à un autre qui avait rendu son dernier souffle entre prières et poignards, comprit que la survie ne s'obtient pas par la candeur, mais par le contrôle du récit. Si son corps devait être une monnaie, elle en fixerait le taux de change. Si sa nuit devait être une représentation, elle dirigerait la scène. Et pourtant, ce qui rend cette aube singulière n'est pas seulement la précision avec laquelle chaque soupir fut enregistré comme indice, chaque pause comme intervalle, chaque tâche comme orthompreuve, c'est l'écho qu'elle laisse, la conscience que le pouvoir, lorsqu'il craint de se perdre, exige une preuve visible, sonore, tactile. Le pouvoir ne croit pas à l'invisible. Il veut des témoins, il veut des actes, il veut des textiles souillés et des signatures scellées. L'Église, gardienne du mystère, bénit le lit, car sans union physique, il n'y a pas de sacrement consommé, et, ce faisant, ouvrit la brèche par laquelle s'engouffra la bureaucratie. Ce n'est pas un blasphème, c'est la tension constitutive d'une époque. Le rite sacré qui invoque la pureté cohabite avec la comptabilité de la lignée qui décompte les héritiers. C'est pourquoi, en cette aube froide, le médecin tendit l'oreille comme s'il auscultait une ville malade. Le notaire testa la fluidité de son encre comme un capitaine teste la poudre, et le secrétaire espion, habile et malicieux, mesura le pouls du scandale qu'il enverrait par lettre à des oreilles impatientes. 3 fonctions, 3 récits, le légal, le clinique, le politique. Les 3 reliés ensemble pour que, si jamais l'avenir doutait, le passé puisse dire « le voici ». Et pourtant, sous la liturgie de la preuve, il y a une vérité humaine plus inconfortable. 2 personnes si très marquées par le calcul de famille qui confondent le sang avec la monnaie et la foi avec un outil, se regardèrent et acceptèrent en sentir le poids. Il ne faut pas le romancer. Ce ne fut pas un conte de fées.
Ce fut une obéissance lucide, sous un système qui transforme l'intimité en formalité. Il y a de la violence dans ce geste, même sans fouet. Il y a la guerre, même sans trompette. Le lit comme table de négociation, les corps comme sceaux, l'aube comme heure de clôture. Et pourtant, là où les contrats attendent la sueur comme signature, quelque chose s'échappe. Un rire étouffé, une phrase de réconfort, une caresse qui ne figure pas sur l'acte. Dans cette fuite minime réside la seule rébellion possible des corps surveillés. Il convient de s'arrêter un instant sur le miroir que nous tend cette scène. Nous croyons vivre à l'abri d'une exposition semblable. Mais à notre époque, les caméras ont remplacé les notaires et les métadonnées, les tâches de l'un. La réputation reste un dossier public, l'intimité une monnaie négociable, la preuve une archive qui circule. La Renaissance a érigé des protocoles pour certifier l'union. Nous construisons des plateformes qui certifient l'attention. Hier, un médecin statuait sur la vigueur. Aujourd'hui, une métrique définit la pertinence. Hier, 3 consommations garantissaient des héritiers. Aujourd'hui, 3 tendances garantissent le pouvoir. Les instruments changent, la logique persiste. Ainsi, l'aube se lève à Rome, avec des témoins qui bâillent et des sots qui refroidissent, avec une jeune femme qui comprend, mais s'attend dedans, car il est peut-être trop tôt, que son destin exige non seulement de la résistance, mais tanto sacrode et neibetisam de la stratégie. Les hommes rangent leurs plumes, les bougies, dans leur dernière langue de feu, semblent flécher les bords de l'acte comme si elles voulaient l'effacer. Elles ne peuvent prendre pas. Cette feuille on passera dans une archive, de là à une rumeur, de la rumeur à une légende, de la légende à une nouvelle forme de gouverner par les corps. Au loin, une cloche sonne l'aube, grave et compatissante. Elle n'annonce pas un mariage, elle annonce un précédent. À partir d'aujourd'hui, il ne suffira plus de se marier. Il faudra le prouver, le mesurer, le certifier. Le pouvoir a trouvé une autre porte d'entrée dans la chambre. Et quand le pouvoir entre, il sort rarement sans laisser de cicatrices. Il reste une question suspendue entre la foi et le calcul. Quel sacrement résiste lorsqu'il est contraint de fournir des preuves comme s'il s'agissait d'un crime ? Peut-être aucun. Peut-être le seul sacrement qui survive est celui de la mémoire. Cette obstination à se souvenir que sous les chiffres, les clauses et les sceaux, il y avait 2 respirations. C'est avec cela que nous ouvrons ce récit. Avec une aube qui n'apporte pas la paix, mais des procès-verbaux, avec une ville qui s'éveille sans savoir que sa nouvelle liturgie nuptiale sera imitée par les cours et les principautés, avec une femme qui, en fermant les yeux, comprend que la peau aussi rédige et que, si elle doit écrire avec son corps, elle apprendra à dicter la grammaire. L'histoire de sa table trempe déjà la plume. Remontons 6 semaines en arrière, dans les couloirs du Vatican, un décembre imprégné d'encens et du tintement des pièces. Là, sous des plafonds qui semblaient peser plus que le ciel, se tenait un marché déguisé en conseil. Lucrèce, à peine âgée de 21 ans, se tenait droite, rigide comme une statue de marbre, tandis que son père, le pape Alexandre VI, évaluait son corps avec la même sérénité qu'un marchand pèse des épices aux porcs. Le prix initial était obscène, 100 000 ducats, assez d'or pour ériger des cathédrales ou nourrir des armées entières. Chaque pièce qui tombait sur la table sonnait comme un glas, non pas pour la mort de quelqu'un, mais pour l'ensevelissement de l'intime. La délégation de Ferrare, noble et altière, se montrait implacable. Il ne se contentait de pas d'or, il voulait maintenant des territoires. Santo et Piève, terre fertile et stratégique, il voulait des privilèges fiscaux qui saigneraient les caisses pontificales pendant des générations. Et par-dessus tout, il désirait une garantie impossible à falsifier, une preuve physique que cette union produirait des héritiers. Ce qu'il demandait, Vincent Tellerand, n'était pas une métaphore. C'était une vérification en chair et en os, un contrat scellé dans la sueur et le sang. Les mots flottaient en latin, mais le fond était brutalement simple. Si le mariage devait être un pont, le corps de Lucrèce en serait la poutre maîtresse. Elle écoutait sans bouger un muscle, mais ses pensées éteintes une tempête. Elle avait appris à lire les visages, le geste de pierre de son père, l'avidité contenue des envoyés d'Est, l'ombre d'humiliation dans les yeux des cardinaux, qui savaient ce qu'impliquait l'acceptation d'une telle clause. Elle était déjà passée par 2 mariages. L'un s'était terminé par une déclaration publique d'impuissance qui l'avait rendu protagoniste de potins cruels. L'autre avec le cadavre sanglant d'Alphonse d'Aragon, victime des intrigues de son propre frère César. Maintenant, dans cette 3e négociation,
La leçon était claire, sa chair valait plus que n'importe quel discours. Le climat politique jouait également son rôle. L'Italie était un échiquier fragmenté. La France menaçait depuis le nord, Venise convoitait des territoires et les États pontificaux se débattaient entre alliances fragiles et trahisons inévitables. Pour Ferrare, s'allier aux Borgia, c'était embrasser le scandale. Pour les Borgia, épouser les Este, c'était laver, du moins en apparence, le poison de leur nom. Chaque clause signée avec le sceau ecclésiastique cachait un poignard invisible. C'est ici qu'apparaît l'angle psychologique. Lucrèce n'était plus la jeune fille école innocente livrée comme un agneau. C'était une stratège forgée dans le feu et le soupçon. Son esprit calculait, si elle devait payer de son intimité, au moins elle dicterait le rythme, choisirait les silences, déciderait quel regard soutenir et quel geste offrir. Ce contrôle minimal était sa seule souveraineté. Dans l'ombre de la salle, elle apprit à être l'auteur de son propre récit, même si les mots étaient dictés par d'autres. Lorsque le cardinal Hippolyte d'Este, frère de son futur époux, prononça l'exigence avec une froideur chirurgicale. La consommation devra être observée et certifiée. Un silence glacial s'abattit sur les présents. Ce n'était pas un protocole ordinaire, bien que dans certains mariages nobles, la présence de témoins fût autorisée. Cela allait plus loin, non seulement écouter, mais documenter, archiver, authentifier. C'était la conversion d'un acte intime en spectacle juridique. Alexandre VI, d'une voix soyeuse mais chargée de menaces, m'en accepta. S'ils ont besoin de garanties, ma fille leur les offrira. La phrase flotta comme une lame dans la pénombre. Aux yeux de l'Église, cette promesse transformait l'alcôve en tribunal et le lit en autel profané. La tension de la salle était palpable, comme si même les murs savaient qu'ils assistaient à la gestation d'un rituel nouveau et monstrueux. Cette nuit-là, tandis que les scribes continuaient à rédiger des clauses interminables, Lucrèce rompit le silence. « J'accepte les termes », dit-elle d'une voix claire, ni suppliante ni altière, mais avec la fermeté de celle qui se résigne, et en même temps s'arme. Ce fut un acte minimal de pouvoir, choisir de prononcer les mots que les autres attendaient. Les envoyés la regardèrent sans surpris. La jeune femme, qui avait été victime 2 fois, montrait maintenant un tempérament différent, presque menaçant. Il convient ici de faire un parallèle avec notre ère. Avons-nous vraiment dépassé cette logique ? Aujourd'hui, on n'engage pas un notaire pour observer un lit, mais les caméras et les contrats de mariage continuent d'envahir l'intimité. L'obsession de la preuve, du vérifiable, de l'enregistrement persiste. La Renaissance exigeait des draps souillés. Notre temps exige des enregistrements numériques, des photos filtrées, des mesures de fertilité. Le corps reste une archive. À la fin de la négociation, l'air sentait la cire consumée et la trahison scellée. 100 000 ducats, des territoires, des privilèges, des promesses écrites. Mais tous savaient sans que l'essentiel n'était pas sur le parchemin. L'essentiel se produirait 6 semaines plus tard, dans la pénombre d'une chambre où des plumes et des oreilles étrangères enregistreraient la vérité la plus obscène. Lucrèce sortit de la salle la tête haute. Elle avait livré son intimité, oui, mais elle avait aussi revendiqué le pouvoir de survivre. Et survivre, dans un monde gouverné par les intrigues et les poisons, était déjà la forme de pouvoir la plus radicale. L'écho des négociations au Vatican se mêlait aux souvenirs de Lucrèce, des souvenirs qui ne s'effaçaient pas même si elle le voulait. Son premier mariage avait été une mascarade cruelle, où la pompe et l'or cachaient la fragilité d'un lien condamné. Elle avait à peine 13 ans lorsque Giovanni Sforza l'a reçue comme épouse. Enveloppée dans des étoffes d'or et exhibée comme vierge intacte, elle fut le centre d'un spectacle qui ressemblait plus à un sacrifice rituel qu'à un mariage. Le banquet regorgeait de mets, les hymnes résonnaient anciens et solennels, et les témoins observaient, le regard fixé sur le lit nuptial, attendant le signe qui confirmerait la consommation. Pendant 4 ans, elle joua le rôle d'épouse obéissante, mais Giovanni, comprenant que les vents politiques tournaient et que son alliance avec les Borgia ne lui servait plus, préféra un chemin humiliant plutôt que d'admettre sa défaite. Devant un tribunal, il jura qu'il n'avait jamais réussi à consommer avec Lucrèce. Il se déclara publiquement impuissant, traînant son propre honneur dans la boue afin de se libérer du lien. Ce fut un acte d'autodestruction calculé. Mieux valait se déshonorer en tant qu'homme qu'accepter d'avoir été manipulé par un clan haï. Rome rit avec malice.
La jeune Borgia fut désignée comme épouse intacte après 4 ans de mariage et la ville devint le théâtre de railleries de venimeuses. Ce que peu comprirent d'eux fut qu'elle-même avait tissé ce récit. Elle prépara des témoins qui, jurénant sur sa prétendue virginité, maintint une contenance impeccable pendant que son époux sombrait dans le ridicule. Elle apprit que la honte, si elle est bien gérée, devient une arme. Elle avait survécu à sa première chute non pas en niant le scandale, mais en le chevauchant, laissant un autre porter l'ignominie. Entre ce mariage rompu et le suivant, une rumeur serpenta dans Rome comme un poison. L'enfant Jean, connu sous le nom d'infant Romanus, né en 498. De qui était-il le fils ? Certains murmuraient que c'était de son frère César, d'autres chuchotaient l'indicible, que le pape Alexandre VI lui-même en était le père. La vérité se perdit dans un labyrinthe de soupçons. Peu importait le géniteur, ce qui importait, c'était l'ombre projetée sur Lucrèce. Son nom resta marqué à jamais par le soupçon d'inceste, un stigmate qu'aucun sacrement ne pouvait laver. La figure de la jeune femme devint le symbole de l'interdit, un miroir où la ville projetait ses fantasmes et ses répulsions. La seconde union avec Alphonse d'Aragon promettait la rédemption. C'était en 1498, et l'espace d'un instant, il sembla que le destin lui offrait une trêve. Alphonse, jeune duc de Bisséglie, lui montra une affection sincère. Les rumeurs racontent que le couple partageait de vrais sourires, qu'ils se regardaient des liens comme deux jeunes gens qui, malgré les ombres, avaient retrouvé un coin de lumière. Dans le lit nuptial, cette fois, ne fut pas un théâtre pour espions ni notaires. La consommation fut vérifiée rapidement, presque de routine, et on leur accorda de l'intimité. Pour la première fois, Lucrèce put rêver d'amour au lieu de calcul. Mais l'amour à la Renaissance était un luxe aussi fragile qu'un cristal. En à peine 2 ans, l'échiquier politique changea. César Borgia, son implacable frère, voyait Alphonse comme un obstacle à ses plans de contrôle de Naples. Le poignard frappa en 1500. Le jeune duc fut attaqué un soir, ses vêtements tachés de sang, alors qu'il titubait vers sa demeure. Lucrèce se transforma alors en gardienne féroce. Elle prit soin de lui personnellement, goûtait ses aliments par peur du poison, dormait près de son lit comme une sentinelle. Pendant 1 mois, elle lutta contre la mort avec une pure volonté. Mais la volonté des Borgia était plus forte. Le 18 août, tandis que Lucrèce priait, les hommes de César entrèrent dans la pièce. Les chroniqueurs divergent sur les détails. Certains parlent d'étranglement, d'autres d'une blessure finale. Le résultat fut indéniable. Alphonse expira et la jeune femme redevint veuve, les yeux rougis et un jeune fils, Rodrigue, dans les bras. Cette nuit-là, elle comprit que l'amour n'était pas seulement éphémère, mais dangereux. Elle avait appris la leçon définitive. Les affections étaient antémortelles dans un monde où la famille était plus forte que le cœur. Rome observa sa métamorphose avec une fascination morbide. Était-elle victime ou bourreau, la fille malheureuse utilisée par son clan ou la veuve noire qui dévorait ses maris? La vérité se trouvait quelque part entre les deux. Lucrèce émergeait endurcie, son regard plus froid, son sourire plus calculé. Elle cessa d'être une jeune fille entraînée par les intrigues pour devenir une stratège qui savait jouer avec le soupçon. Le scandale ne la détruisait pas, il la rendait plus dangereuse. Dans le souvenir de Giovanni Sforza humilié et d'Alphonse d'Aragon assassiné, Lucrèce apprit que son corps n'était pas le sien, mais un échiquier où se décidaient des alliances et se scellait l'écran des morts. Et pourtant, dans cette condition, elle trouva un pouvoir secret, le pouvoir de survivre. Tandis que d'autres tombaient, elle résistait. Tandis que son nom était souillé, elle le transformait en un sombre emblème. Son corps était une monnaie, oui, mais c'était aussi une forteresse. Et dans un monde gouverné par des pactes de sang, survivre était la victoire la plus scandaleuse de toutes. La période de veuvage de Lucrèce après la mort d'Alphonse d'Aragon marqua un tournant dans son destin. La jeune femme qui avait connu, peut-être pour la seule fois, la douceur d'une véritable affection, marchait maintenant au milieu des ruines d'un espoir brisé. Le cadavre d'Alphonse, étendu sur le marbre froid et maculé de sang, devint le symbole de ce qui arrivait lorsque l'amour s'interposait dans les plans des Borgia. Rome entière comprit que la famille n'admettait pas de loyauté rivale, et encore moins celle qui pouvait renforcer Naples contre les ambitions de César. Pendant des semaines, Lucrèce vécut dans un état de deuil fébrile. Elle s'occupait de son fils Rodrigue avec une dévotion qui frôlait le désespoir, comme si en lui se réfugiait le dernier vestige d'humanité dans sa vie.
mais les couloirs du Vatican ne s'arrêtaient pas, pas pour respecter les larmes. Les murmures ne parlaient pas de sa douleur, mais du coup de maître de César, éliminer un obstacle et libérer sa sœur pour un mariage plus opportun. L'amour avait été écrasé sous la roue du pouvoir. Psychologiquement, la transformation fut brutale. L'adolescente rêveuse qui croyait encore aux rédemptions était morte avec Alphonse. Ce qui émergea fut une femme endurcie, consciente que la tendresse n'avait pas sa place dans l'échiquier sanglant de l'Italie. Ses yeux, disaient les chroniqueurs, ne brillèrent plus d'innocence, mais du reflet acéré de quelqu'un qui avait compris que la survie était la seule religion possible. Le sourire qu'elle affichait en public n'atteignait jamais ses yeux. Sa douleur était un voile qui cachait une détermination implacable. Ici, la comparaison avec notre temps est inévitable. Dans la politique contemporaine, l'amour est également sacrifié au nom des alliances. Ce ne sont pas des poignards dans des couloirs sombres, mais des divorces stratégiques, des unions médiatisées, des mariages utilisés comme monnaie d'image. La différence est de forme, non de fond. Les sentiments restent un luxe que le pouvoir ne peut se permettre. L'assassinat d'Alphonse résonna dans toute l'Europe comme un avertissement. Les Borgia n'hésitaient pas à ensanglanter leurs propres alliances. Le message était clair, aucun lien affectif ne pouvait défier la raison d'État. Et au milieu de ce message, Lucrèce fut marquée comme une femme fatale, bien que sa seule faute fût de survivre. Rome, avec son humour acide, oscillait entre la voir comme une victime martyre ou comme une veuve noire qui dévorait ses époux. C'est dans cette ambiguïté que se forgea son pouvoir. Plus elle paraissait énigmatique, plus elle devenait crainte et fascinante. Lorsqu'elle revint sur la scène publique après un temps de deuil, il était évident que quelque chose avait changé. Elle s'habillait avec sobriété, parlait avec mesure, mais chacun de ses mots portait un poids politique. Sa beauté était intacte, mais ce n'était plus un ornement, c'était une armure. Elle avait compris que chaque regard posé sur elle était un fond en outil. Chaque rumeur, une arme, chaque alliance, un champ de mine. L'amour était mort, oui, mais à sa place était née une stratège. Le souvenir d'Alphonse continuerait à la hanter, non comme un spectre romantique, mais comme un rappel brutal. Les sentiments, aux mains des puissants, se transforment en sentence de mort. Pour Lucrèce, la conclusion fut claire. Elle ne laisserait plus jamais sa vie dépendre de la tendresse d'un homme. Le cœur pouvait être arraché, mais l'esprit devait rester affûté. Ainsi, entre cendres et larmes, se scella la métamorphose définitive. Lucrèce Borgia ne serait plus un pion. Dès lors, elle jouerait comme une reine sur un échiquier imprégné de sang. Alors que Rome murmurait encore sur le veuvage de Lucrèce, à Ferrare, un homme battait le fer rouge dans une forge illuminée par des braises. C'était Alphonse d'Este, fils du duc, prince sans éclat courtisan, mais aux bras endurcis par le métier du métal. Contrairement à d'autres héritiers, il n'avait pas grandi au milieu des vers et des banquets, mais entre les marteaux et les étincelles. Sa passion était les canons, les formules de poudre, les calculs de trajectoire. Le fer ne mentait pas, frappé, il répondait. Le feu ne conspirait pas, il montrait immédiatement si l'alliage était fort ou fragile. Dans cette certitude, Alphonse trouvait la vérité que la politique lui refusait. Dès son plus jeune âge, il avait vécu dans l'ombre de ne pas être l'aîné. Il n'était pas destiné à gouverner, mais à servir de remplaçant en cas de malheur. Et lorsque la mort emporta son frère aîné, la couronne qu'il n'avait jamais voulue se posa sur son destin. Le duché de Ferrare, brillant par les arts et le commerce, avait besoin d'un leader. Mais Alphonse préférait le fracas de la forge aux murmures venimeux des chambres de conseil. Là, entre fumée et métal, il se sentait libre. Son caractère pratique le différenciait des autres princes de la Renaissance, tandis que ses contemporains récitaient octatonam, quantité de la poésie pour courtiser les dames. Il concevait des machines de guerre, tandis que les nobles discutaient l'entente des alliances avec des métaphores. Alphonse analysait des cartes avec un regard d'ingénieur. Pour lui, tout était question de structure, de poids, de force. Et lorsque sa famille Orelli commença à négocier un mariage avec les Borgia, il réagit comme si on lui présentait un nouveau design. Non pas avec enthousiasme, mais avec une froide concentration. La première réaction des Este avait été de répulsion. Isabelle d'Este, sa sœur, écrivit des lettres débordantes de mépris envers les parvenus espagnols qui avaient acheté la papauté. Le nom de Borgia était synonyme de poison, d'inceste et de corruption.
En revanche, les Este se vantaient d'une lignée remontant à Charlemagne. Comment accepter que la fille d'un pape accusé de perversion partage leur nom? Cependant, les calculs stratégiques étaient implacables. La France avançait depuis le nord, Venise faisait pression depuis l'est, et les États pontificaux contrôlaient le sud. S'allier à Alexandre VI signifiait blinder Ferrare. Ici émerge le paradoxe. Ce qui pour Isabelle était un affront, pour Alphonse était une équation. 100 000 ducats pouvaient financer des dizaines de canons. Le soutien papal pouvait contenir la menace française. La tache du nom s'effacerait avec la poudre et le territoire. C'est pourquoi, lorsque les émissaires lui expliquèrent la condition inhabituelle de la consommation triplement vérifiée, Alphonse ne fut pas scandalisé. Il acquiesça simplement, comme si on lui avait décrit la température exacte pour fondre le bronze. Psychologiquement, ce trait est révélateur. Pour lui, le mariage n'était ni un poème ni un sacrifice, mais un mécanisme. Entrée et sortie, cause et effet. Il avait échoué lors de son premier mariage, annulé pour prétendue non-consommation. Maintenant, la vie lui offrait l'occasion de se racheter en termes brutalement concrets. S'il fallait prouver sa virilité 3 fois sous les yeux d'observateurs, il le ferait. Il n'y voyait aucune honte, seulement en baissier des spécifications de contrat. 3 actes, 3 preuves, 3 documents. Une tâche ardue prince, mais possible. Sous cet angle, son union avec Lucrèce ne ressemblait pas à celle d'autres nobles. Elle n'était pas marquée par l'idéalisme, mais par un pragmatisme partagé. Il venait de la forge, elle du scandale. Il croyait en la force des calculs, elle en la stratégie des apparences. Ensemble, ils pouvaient en former un alliage aussi résistant que l'acier qu'Alphonse modelait. Entre leurs mains, le mariage cessait d'être une romance pour devenir de l'artillerie politique. Le contraste entre les deux mondes, le fer de Ferrare et le poison de Rome, annonçait une union qui ne serait pas normale. Tandis que Lucrèce apprenait à utiliser le soupçon comme armure, Alphonse découvrit qu'il pouvait appliquer sa logique d'ingénieur au lit conjugal. La nuit qui les attendait n'était pas un mystère, mais un champ d'essai. Et, comme tout artilleur, il savait que la clé n'était pas le hasard, mais une préparation méticuleuse. Ainsi se traçait la ligne qui unirait 2 survivants de mondes différents, elle, otage des intrigues papales, lui, prisonnier des calculs militaires. Aucun ne cherchait l'amour, mais tous deux comprenaient que l'alliance était une question de vie ou de mort. Et dans cette compréhension froide, dure comme le métal, couva une étincelle dangereuse. La possibilité que 2 instruments du pouvoir puissent se reconnaître comme égaux. Le destin voulut qu'avant le mariage officiel, Lucrèce et Alphonse se rencontrent face à face lors d'une entrevue privée organisée à Bologne en janvier 1502. C'était une exigence pratique. Les fiancés devaient faire connaissance, ne serait-ce que pour mesurer la portée de l'alliance qu'ils allaient sceller. Cependant, ce qui se passa dans cette salle éclairée par des torches ne figurait dans aucun contrat. Lucrèce arriva la première. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Non pas les étoffes d'or éblouissantes qui criaient l'ostentation borgienne, mais un velours bordeaux sobre et profond qui parlait de maturité et de deuil surmonté. Elle refusa les bijoux excessifs, préférant que la lumière hivernale se reflète sur ses cheveux dorés, encore sa plus puissante arme. Elle voulait se présenter non pas comme une légende, mais comme une femme réelle, marquée par des cicatrices invisibles. Elle se plaça près d'une fenêtre, calculant l'angle exact où la clarté mettrait en valeur sa silhouette sans trahir de faiblesse. C'était un geste de contrôle presque de scénographie. Alphonse entra avec la même simplicité qu'il entrait dans une forge. Sans discours, sans révérence théâtrale, elle marcha vers elle, la regarda fixement et s'arrêta. Le silence se prolongea suffisamment pour que les témoins s'inquiètent. Puis ces mots de trop furent aussi directs qu'un coup de marteau. « Tu n'es pas ce que j'attendais ». Lucrèce, qu'autant surprise, éclata d'un bref rire, non répété. « Toi non plus », répondit-elle. Cet échange presque banal brisa une glace que les scribes n'auraient pas su enregistrer. Pendant 3 heures, ils parlèrent un saut comme on ne parlait pas à la cour. Alphonse lui montra les cicatrices qui ont s'est bâties sur ses mains, marque d'années de travail dans les fours et les métaux. Elle lui confessa la lassitude des cérémonies qui ressemblaient à des funérailles interminables. Il décrivit ses canons et les formules de poudre. Elle raconta avec un soupçon d'amertume comment elle avait survécu à 2 maris morts sans avoir connu ce qu'était un véritable mariage.
Les accompagnateurs, habitués aux phrases vides, écoutaient d'incrédules un dialogue où se mêlaient pragmatisme et confessions intimes. Psychologiquement, ce fut révélateur. Alphonse ne cherchait pas à l'éblouir avec des métaphores courtoises, et Lucrèce ne s'efforçait pas de se montrer comme une demoiselle virginale. C'était au moins deux survivants se testant mutuellement. L'ingénieur militaire et la stratège du scandale reconnurent l'un dans l'autre un miroir. Pour la première fois, l'alliance cessa d'être un simple calcul pour devenir une possibilité de complicité. Ils parlèrent même de la condition la plus scandaleuse, la triple consommation surveillée. Lucrèce demanda, avec une ironie à peine voilée, 3 fois, Alphonse Ramorellarme sérieux acquiesça, 3 fois pour qu'il n'y ait aucun doute. Elle répliqua, alors mieux vaut que nous nous plaisions. Les présents sursautèrent, ce ton de franchise brisait toute étiquette. Mais ce qui les scandalisait était précisément ce qui rendait le couple inhabituel. Ils construisaient une intimité au milieu du devoir. Ici, le parallèle avec le contemporain est inévitable. À notre époque, où les mariages politiques existent encore, que ce soit dans les monarchies modernes ou dans les alliances de célébrités, l'authenticité apparaît rarement. Ce qui a étonné les témoins fut de voir 2 figures condamnées à jouer un rôle, trouver une brèche de vérité au milieu de la mascarade. Et cela, paradoxalement, rendait l'union encore plus dangereuse, car lorsque l'obligation est teintée de désir, le pouvoir se multiplie. Au moment de se dire adieu, Alphonse prit la main de Lucrèce. Il ne l'embrassa pas à la manière courtoise, mais la tourna pour examiner sa paume. « Douce mais forte comme un bon acier », commenta-t-il. Elle, dans un geste inattendu, toucha l'une de ses cicatrices et murmura « Nous portons tous les marques de notre travail ». Les témoins feignirent de ne pas voir l'étincelle qui avait traversé entre eux. Mais à cet instant, l'alliance cessa d'être une formule politique et devint quelque chose de plus, une expérience dangereuse où l'attraction pouvait rendre le devoir supportable, ou insupportablement humain. Le 2 février 1502, la cathédrale de Ferrare s'orna d'un spectacle qui était à moitié liturgie sacrée, à moitié théâtre profane. La date n'était pas fortuite. Le jour de la purification de la Vierge, fête de la pureté, fut choisi comme scène pour un mariage dont tous savaient qu'il culminerait par un rituel charnel calculé dans les moindres détails. Le contraste était obscène. Tandis que les hymnes exaltaient la virginité de Marie, des protocoles étaient préparés pour certifier la pénétration de Lucrèce 3 fois sous le regard de témoins. Elle arriva drapée de soie d'âme blanche traversée de fils d'or, sa robe resplendissant comme si c'était une armure tissée de lumière. Ses cheveux, cette cascade dorée tant de fois chantée et dénigrée, étaient tressés de perles grosses comme des balles de mousquet. C'était l'image parfaite de la mariée noble, bien que tous dans le temple sussent que derrière cette façade, il y avait 2 veuvages, un fils et une mère de rumeur. L'église qui devait protéger le sacré avait béni cet artifice. L'autel servait de prologue à un acte qui frôlait le blasphème. Alphonse, en revanche, ne s'habilla pas comme un prince orné, mais avec une armure pratique, conçue pour la guerre. C'était un message silencieux. Ce mariage n'était ni poésie ni romance, mais un pacte de fer. Quand ils se rencontrèrent devant l'autel, leurs gestes furent corrects, mais la tension transparaissait dans chaque regard. Le cardinal Hippolyte, frère du marié, présida la messe. Ces mots avaient un double tranchant. Que cette union soit féconde signifiait des héritiers. Que Dieu bénisse ce lien était une allusion voilée au rite nocturne que tous attendaient. Parmi les invités, on distinguait 2 groupes. Les visibles, nobles, ambassadeurs, ecclésiastiques, qui feignaient la dévotion tout en chuchotant sur l'infamie du mariage. Et les invisibles, médecins, notaires, chroniqueurs, cachés dans la pénombre, convoqués pour certifier ce qui allait suivre. Ces hommes ne vinrent pas pour le banquet, mais pour les draps. C'était une procession d'espions légaux, préparés à convertir l'intimité en document. L'homélie atteignit le comble du grotesque. Le cardinal parla de la chair féminine comme d'un vase choisi pour la volonté divine, mais son regard fixé sur Lucrèce révélait la vérité. Cette nuit-là, son corps serait un vase pour la politique, non pour la foi. Chaque mot était une insulte, déguisée en bénédiction. La foule, certains fascinés, d'autres horrifiés, comprenaient qu'elle assistait à un sacrilège institutionnalisé. Le banquet qui suivit tenta de dissimuler la tension. Coupe de vin, plats débordants, musique courtoise. Mais chaque toast avait un double sens. Chaque rire cachait de la perversité, chaque regard vers les mariés rappelait que le véritable spectacle n'avait pas encore commencé.
La consommation serait le couronnement de la journée. La messe, les anneaux, les vœux ne suffisaient pas. Ce qui validerait le mariage, c'était l'acte charnel, répété, noté et signé. La paradoxe était évidente. Le sacrement de l'Église n'était considéré comme complet que s'il y avait union physique. Et comme cette union pouvait être niée, la pratique monstrueuse des témoins apparut. Le sacré avait engendré l'obscène. L'eau bénite qui aspergea le lit pendant la cérémonie serait remplacée par des fluides plus humains avant l'aube. Ainsi, sous les cloches kétabins qui célébraient en ligne la pureté, se préparait un théâtre de chair. Lorsque la journée s'acheva et que l'horloge approchait de minuit, tous savaient que le plus important restait à venir. Les invités buvaient et riaient dans, mais leurs pensées étaient dans la chambre préparée avec une minutie militaire. Le lit au centre, les bougies placées tomboient en haut pour projeter des ombres lisibles, les draps disposés en piles, prêts à être examinés après chaque acte. Rome, Ferrare et la chrétienté entière semblaient comme retenir leur souffle. Ce n'était pas une nuit de noces, c'était une expérience, un jugement, un spectacle qui scellerait non seulement un mariage, mais un pacte de pouvoir. Minuit marqua le début du rituel le plus obscène déguisé en devoir. Le son des cloches s'éteignait à peine lorsque les portes de la chambre se refermèrent derrière Lucrèce et Alphonse. Dehors restaient même les rires forcés du banquet, dedans un silence dense où chaque soupir serait converti en acte. Dans une pièce contiguë, 3 hommes attendaient comme des bourreaux dans la pénombre. Francesco Castello, notaire papal avec plumes et sceaux, le docteur Ludovico Cari, médecin de Bologne aux yeux cliniques, et Bernardino Prosperi, secrétaire et espion d'Isabelle d'Este, prêt à transformer l'intimité en rapport venimeux. Le mobilier lui-même dénonçait le propos. Le lit était placé au centre, avec des bougies orientées pour projeter des ombres lisibles. La porte resta suffisamment entr'ouverte pour laisser passer les sons, et les draps de lin fraîchement bénis attendaient en temps pile comme des pièces de laboratoire. Chaque détail révélait la conversion de la chambre en théâtre médico-légal. Le médecin observerait les odeurs et les fluides, le notaire certifierait les temps et les déclarations, et l'espion noterait les impressions subjectives. Y eut-il de la tendresse ou seulement de la mécanique? Y eut-il du désir ou de la simple obéissance? L'horloge approchait d'1 heure lorsque les mouvements commencèrent. Alphonse, avec la sérénité de l'artilleur qui calcule un tir, prit l'initiative. Ses mains, habituées au bronze et au fer, tremblèrent à peine en défaisant la robe de Lucrèce. Elle resta immobile, comme un sacrifice conscient, jusqu'à ce que le tissu tombe au sol. Il n'y eut pas de mots cérémoniels, seulement un murmure « Nous sommes piégés, faisons-le ensemble ». Les témoins écoutèrent, certains surpris par la complicité que distillait cette phrase. Le premier acte fut le plus froid. Castello nota avec précision. À 1h23, consommation confirmée. Le médecin, d'une voix neutre, signala des signes de pénétration et un effort suffisant. Prosperi, plus humain, écrivit qu'il avait perçu un rire étouffé, comme si les mariés cherchaient les bons refuges dans l'humour. L'obligation fut remplie sans brutalité, avec l'efficacité de celui qui sait que la dignité peut aussi être une stratégie. Le lin taché fut recueilli, examiné avec soin et de nouveaux draps recouvrirent le lit. Le deuxième acte, commencé vers 3 heures, révéla une autre facette. La fatigue pesait déjà, mais le devoir exigeait la répétition. Alphonse hésita, haletant, et ce fut Lucrèce qui l'encouragea d'un murmure « Nous sommes à mi-chemin de la liberté ». Cette phrase, entendue par les espions, résonna comme la preuve que la jeune femme n'était pas une victime passive, mais une complice active du pacte. Le rythme devint maladroit, interrompu par une cruche renversée et des rires étouffés. Malgré cela, le notaire apposa sa signature sur le deuxième document « Consommation répétée, succès vérifié ». Lorsque la 3e épreuve arriva, près de l'aube, la fatigue était insupportable. Alphonse confessa à peine audible « Je ne sais pas si je pourrai ». Et Lucrèce, d'une voix d'acier sous la soie, répondit « Tu peux, nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici pour échouer ». Ce fut elle, la prétendue monnaie d'échange, qui soutint la volonté du mari. L'acte final ne fut plus passion, mais sacrifice physique. Les allaitements étaient un mélange de douleur et de détermination. Les rires se transformèrent en exorcisme contre l'humiliation. À 5h47, le duc prononça la phrase convenue. « Le 3e sceau est apposé. » Et Lucrèce, d'un ton plus fort, ajouta « Que personne ne doute de la force des Estes, ni de la détermination des Borgia. » Les témoins marvadins restèrent muets. Non seulement ils avaient assisté à la vérification d'un contrat,
mais à la résistance de 2 corps poussés au-delà de l'humain. Certains applaudirent même, vaincus par l'étrangeté du moment. Les draps, maintenant humides et tachés, furent-ils conservés comme des reliques. Dans les rapports restèrent en 3 versions, la légale, froide et sèche, la médicale, chargée de termes cliniques, et celle de l'espion, où s'insinuait quelque chose de plus dangereux, qu'entre l'obéissance naquit une complicité, peut-être même du désir. Il faisait jour à Ferrare. Les scribes quittaient bas la pièce avec des documents scellés. Lucrèce et Alphonse gisaient épuisés, mais ils avaient accompli le mandat impossible. 3 fois, comme l'exigeait le contrat, comme cela résonnerait plus tard dans toute l'Europe. 3 fois qui transformèrent un mariage en légende, un lit en tribunal et 2 corps en acharnement en armes politiques. L'aube du 3 février n'apporta pas seulement la fatigue des corps épuisés, mais aussi la certitude qu'un nouveau précédent était né. Les plumes des notaires avaient séché, les draps souillés reposaient déjà comme preuve, et dans la pénombre de la chambre, les 2 jeunes mariés dormaient ensemble pour la première fois sans la surveillance d'oreilles étrangères. Cependant, le prix de cette aube se révélerait bientôt dans la chair. 7 mois plus tard, en septembre 1502, le sang réclama de nouveau son dû. Lucrèce, affaiblie et encore jeune, luttait entre la vie et la mort dans son lit d'accouchement. Le fruit de cette triple consommation, une petite fille, ne naquit que pour mourir peu après. Le silence après le baptême fut aussi brutal que les applaudissements qui, des années auparavant, avaient scellé l'exploit. Les médecins murmuraient que le corps de la duchesse avait été poussé au-delà de ses limites, que les exigences inhumaines de cette nuit avaient pu briser sa capacité à engendrer. La politique avait triomphé, mais la biologie présentait la facture. Pendant des semaines, Lucrèce délira entre les fièvres, se souvenant du visage épuisé d'Alphonse à l'aube, des rapports scellés envoyés à Rome, des rires étouffés qui se faufilaient entre les halètements du devoir. Lorsqu'elle retrouva enfin conscience, ses premiers mots ne furent pas pour sa fille morte, mais une question sèche. Les documents sont-ils arrivés au Vatican ? C'était la confirmation que, même au bord de l'abîme, la politique était sa respiration. Le destin ne fut pas clément. Lucrèce subirait d'autres pertes. Fausse couche, accouchement raté, enfant qui mourait trop tôt. Son corps, transformé en champ de bataille, payait de son sang ce que les traités célébraient avec de l'or. Le docteur Carry, l'un des témoins de la nuit fatidique, nota en privé que la triple exigence avait pu laisser des séquelles irréversibles. Mais dans la logique de cette époque, la santé d'une femme valait moins que la solidité d'un pacte. Pendant qu'elle luttait pour survivre, la pratique se répandait comme une peste élégante. D'autres cours commencèrent à imiter le modèle de Ferrare. En France, on exigea des vérifications doubles. En Allemagne, certains princes adoptèrent des versions modifiées. Et bientôt, l'intimité des jeunes mariés devint un spectacle bureaucratique. Ce qui, au début, fut un scandale, devint une mode, une garantie nécessaire pour les alliances. Le protocole Borgia, 3 consommations certifiées, devint un standard aussi célèbre que redouté. Mais Lucrèce apprit vite à inverser les cartes. Si son corps avait été documenté comme une marchandise, elle commencerait à documenter les autres. Sa relation clandestine avec Francesco Gonzaga, époux d'Isabelle d'Este, fut plus qu'un adultère. Ce fut une vengeance calculée. Elle séduisit l'homme au bon moment et laissa des traces délibérées pour que sa belle-sœur les trouvât. Chaque lettre, chaque cadeau, chaque rumeur soigneusement filtrée se transforma en une arme qui affaiblissait ceux qui avaient exigé son humiliation. Si elle fut auparavant victime de la documentation, elle en devint maintenant la maîtresse. Dans cette ironie féroce résidait son nouveau pouvoir. Alphonse ne la punit pas, ni ne la répudia, il comprit que son épouse jouait le même jeu que lui, bien qu'avec des pièces différentes. Leur mariage cessa d'être une romance impossible pour se transformer en une alliance d'acier. Ils eurent sans plusieurs enfants, bien que beaucoup moururent que jeunes, mais ce qui survécut ne fut pas la descendance, mais le modèle. Le couple qui faisait du scandale un bouclier et du soupçon un instrument. Avec le temps, Lucrèce passa de la fille du pape corrompu à la duchesse qui sait survivre. La rumeur d'inceste, de meurtre et de trahison ne disparut jamais, mais elle les utilisa comme des murailles. Plus on la craignait, moins on pouvait l'attaquer. Et ainsi, entre avortement et naissance, entre amants et stratégie, entre messes et poisons, elle se consolida comme l'une des figures les plus inquiétantes de la Renaissance. La nuit des 3 consommations resta gardée dans des archives secrètes, mais aussi dans la mémoire collective.
C'était le récit du sacrifice d'une femme, oui, mais aussi la naissance d'une nouvelle forme de pouvoir. Le pouvoir de contrôler le scandale, de manipuler le témoignage, de survivre là où d'autres périssaient. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous nous horrifidons à l'idée d'imaginer des notaires et des médecins écoutant derrière une porte, notant chaque allaitement. Mais peut-être n'avons-nous pas tant changé. La société contemporaine continue d'exiger des preuves publiques de ce qui est privé. Contrats prénuptiaux, photographies de filtrées, mesures de fertilité, expositions sur écran. Les corps sont encore des documents, les chambres sont encore des scènes, et la politique se glisse encore entre les draps.